Pour vous protéger et protéger les autres, restez chez vous. Restez chez vous. Et écoutez la meilleure des web radios. Écoutez la meilleure des web radios. Bonjour, Jean-Claude Durousseau dans le bar de l'économie pour cette bulle santé. Aujourd'hui, on va parler justement d'économie et de santé. On va en parler avec Jean-François Benon. Jean-François Benon, vous êtes directeur du CEVO. Déjà, on va rappeler le CEVO, ce que c'est. Écoutez, le CEVO, historiquement, le terme historique, c'est Comité d'expansion économique du Val d'Oise. C'est un terme aujourd'hui un petit peu daté qui remonte à l'origine de ces structures. Aujourd'hui, on se présente comme l'agence de développement et d'attractivité des territoires du Val d'Oise. Nous sommes une structure de droit privé, mais financée à 80%, 85% par des financements publics dans le cadre de conventions d'objectifs et de moyens passées avec le Conseil régional d'Île-de-France, qui est notre premier financeur, et le Conseil départemental du Val d'Oise, et quelques intercommunalités également. Notre métier, c'est de faire ce qu'on appelle du marketing territorial. Nous sommes mandatés dans le cadre de ces conventions d'objectifs et de moyens pour promouvoir l'attractivité des différents territoires du Val d'Oise pour y attirer des entreprises, des investissements et donc des emplois et donc de la richesse pour le territoire. Donc notre métier, c'est, on a un produit à vendre avec des techniques de marketing comme dans le secteur privé, et simplement on a un produit un peu atypique. Nous, on vend le Val d'Oise et donc c'est un beau produit. On est très fiers de le vendre en France, à l'international, et on essaye effectivement de faire que notre département attire le maximum de richesses, d'entreprises, d'énergie et de projets. Alors les derniers mois qu'on vient de vivre, les mois de crise Covid, nous ont démontré que santé et économie étaient intimement liés. Bien sûr. C'est exact, et c'est à la fois évident avec la crise sanitaire qui frappe le monde entier, parce que c'est une crise mondiale évidemment, et le Val d'Oise n'y échappe pas, comme la France, mais il y a plusieurs composantes dans ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que c'est évidemment l'économie est touchée par cette crise sanitaire, donc il y a un impact terrible sur l'activité elle-même, et on pourra peut-être en parler, mais dans le Val d'Oise, cet impact on l'a mesuré très vite. J'avais été interrogé par un journaliste quelques jours à peine après le premier confinement, au tout début, au mois de mars 2020, et j'avais répondu, c'était le titre de l'article d'ailleurs, que j'étais extrêmement, je crois que je disais qu'il y avait un effet de sidération et qu'on était extrêmement inquiet. J'avais utilisé le terme de sueur froide pour parler du transport aérien, et au début on ne savait pas très bien où on allait, on ne savait pas combien de temps ça allait durer, on ne savait pas. Aujourd'hui c'est plus facile, enfin on a un peu plus de recul, et donc on avait eu la conviction dès le départ, nous, que cette crise allait avoir un impact terrible sur les échanges internationaux, sur le transport aérien, sur les voyages. Et un département comme le Val d'Oise, qu'on le veuille ou non, alors certains voient le côté évidemment des nuisances aéroportuaires qui sont une réalité, mais le Val d'Oise, c'est quand même un territoire qui bénéficie d'une porte ouverte sur le monde naturel, ce qu'on appelle en américain un gateway, grâce à la présence de ces deux plateformes aéroportuaires incroyables que sont Charles de Gaulle. Juste avant l'arrivée du Covid, Charles de Gaulle venait de doubler l'aéroport de Londres Heathrow. On était un peu plus de 77 millions de passagers. On était devenu le premier aéroport d'Europe. C'est-à-dire que l'aéroport Charles de Gaulle, et donc le Val d'Oise, et qui est cette porte d'entrée, était devenu véritablement la porte d'entrée sur l'Europe. A fortiori avec le Brexit, on était en train de devenir, avec la ville de Paris, la métropole parisienne, et comme ça se passe en Val d'Oise avec l'aéroport, on était devenu la porte d'entrée de l'Europe. C'est pas rien comme responsabilité, et en termes de marketing territorial, précisément, c'est quelque chose qui est facile à expliquer quand on est à l'étranger. Personne ne connaît le Val d'Oise quand on est au Japon ou en Chine, bien sûr. Mais si on explique que le Val d'Oise, c'est là où est situé l'aéroport Charles de Gaulle, tous nos interlocuteurs, coréens, japonais, américains, quels qu'ils soient, ont au moins une idée, une identification de ce que ça peut représenter en termes de poids économique quand on a une plateforme de cette typologie. On a également juste à côté de l'aéroport Charles de Gaulle, et c'est aussi dans le Val d'Oise, même si l'adresse postale s'appelle Le Bourget, et c'est en Seine-Saint-Denis, mais en réalité 60% de l'aéroport du Bourget est situé dans le Val d'Oise, sur les communes de Gonesse et de Bonneuil en France. L'aéroport du Bourget, c'est le premier aéroport d'affaires d'Europe également. Donc vous voyez bien qu'avec ces deux plateformes aéroportuaires, premier aéroport commercial et de fret d'Europe et premier aéroport d'affaires européen, nous sommes là. Nous avons donc là une caractérisation de ce territoire qui a beaucoup d'autres spécificités, mais le transport aérien, l'ouverture internationale, la capacité à voyager, à accueillir, à arriver, à rentrer sur l'Europe et en France est un élément déterminant. Donc, la Covid-19 a eu un effet immédiat sur cette activité, un pan majeur de l'activité du Val d'Oise
qui est lié à la dynamique aéroportuaire, à tout ce qu'on appelle cette activité des échanges internationaux, parce qu'il n'y a pas que le transport aérien, il y a toute une dynamique autour de l'aéroport, autour de l'hôtellerie, de la restauration, de l'événementiel, des rencontres, des congrès, des salons, qui a été brutalement arrêté. En quelques jours, tout s'est arrêté. Est-ce qu'on peut déjà mesurer l'impact sur l'économie du Val d'Oise? On le mesure, alors ça déborde d'ailleurs, parce qu'en réalité, la place aéroportuaire, elle est à cheval sur la Seine-Saint-Denis, le Val d'Oise et un peu la Seine-et-Marne également, donc on parle de place aéroportuaire. Le Val d'Oise, évidemment, pèse lourd dans cette place aéroportuaire. L'impact, il est considérable. La compagnie Air France a été évidemment directement touchée. Ces derniers temps, elle perdait 10 millions d'euros par jour. 10 millions d'euros de pertes par jour pour Air France. Aujourd'hui, je crois que les chiffres qui viennent d'être sortis aujourd'hui nous montrent qu'au cours des derniers mois, on est sur 73% de trafic en moins. C'est-à-dire que l'activité est à 25% à peu près. Et derrière, derrière tout ce qui est lié à un avion est impliqué. C'est pas uniquement les avions qui s'arrêtent. Quand les avions s'arrêtent, c'est la zone aéroportuaire qui s'arrête. Donc aéroport de Paris, même chose, on est sur 75% de baisse d'activité pour les aéroports, parfois même un peu plus en période de confinement strict. Et derrière, c'est des emplois donc qui sont... Alors, beaucoup de salariés ont été placés en activité partielle, ne travaillent pas, mais surtout, il y a déjà des plans de départ volontaires et on commence à parler effectivement de plans sociaux qui vont avoir des retentissements, à mon avis, assez douloureux à moyen terme sur le territoire. Pour l'instant, beaucoup d'emplois sont sous perfusion, beaucoup d'entreprises ont bénéficié d'accompagnement financier, on pourra en parler, les aides ont été considérables, rapides, efficaces, et effectivement, ça n'a pas été encore douloureux au point de le ressentir dans les mouvements sociaux, etc. Ce moment peut arriver assez vite, parce que on va avoir un débranchement progressif du régime des aides qui va arriver d'une façon ou d'une autre, et là on va rentrer dans le vif du sujet. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'autour de l'avion, il y a la zone aéroportuaire, il y a derrière les boutiques hors taxe, tout le commerce hors taxe qui est considérable dans les aéroports, tout le secteur de la sûreté, de la sécurité, c'est-à-dire les personnels qui sont dans les points de passage frontaliers, mais surtout dans les points de contrôle des passagers pour la sécurité et la sûreté aéroportuaire. C'est des effectifs considérables dans un aéroport. Il y a tout le personnel qui gravite dans le transport, depuis les VTC jusqu'aux autobus, les navettes, etc. Vous savez qu'aujourd'hui, sur l'aéroport Charles de Gaulle, sur l'ensemble des aérogares, Terminal 1, Terminal 2, A, B, C, D, E, F, plus Terminal G, et le Terminal 3. Le Terminal 3 est complètement fermé, le Terminal 1 est complètement fermé, et sur le Terminal 2, avec toutes ses composantes, ses satellites, il n'y a que 2 aérogares ouverts, le E et le F, c'est tout. Tout le reste est fermé. Je vous laisse imaginer ces cathédrales bruyantes, animées, dynamiques que sont ces grands aéroports, qui se retrouvent aujourd'hui entre 20 et 25% dans le meilleur des cas actuellement, du trafic aéroportuaire. Et tout l'écosystème qui va avec. C'est considérable. Voilà. Alors on voit bien l'impact de la santé sur l'économie. On oublie souvent que la santé c'est une économie en elle-même. Absolument. La santé c'est des emplois, c'est toute l'industrie pharma. Alors la santé dans le Val d'Oise, qu'est-ce que c'est? Alors la santé dans le Val d'Oise, elle est étonnamment très concernée par ce qui se passe. Nous avons des leaders dans le Val d'Oise, à la fois dans la fabrication du matériel médical. Je pense à des entreprises, des grosses ETI, comme on dit, comme Vigon ou comme Balt Extrusion, en Vallée de Montmorency, tout près d'ici, qui sont des leaders mondiaux et qui vendent dans 130 pays dans le monde, quasiment. C'est le cas de Vigon, en tous les cas, du matériel médical, des composants médicaux qui rentrent pour tout type, d'ailleurs, de pathologie dans les hôpitaux, depuis les questions de grossesse, enfin d'accouchement, jusqu'aux questions cardiaques. Vous parliez tout à l'heure de problèmes cardiaques. Enfin, toutes ces entreprises sont vraiment à la pointe de la technologie sur tout ce qui a trait au matériel médical. Ce sont des leaders internationaux et évidemment, ils sont extrêmement concernés. Alors, pour être honnête, pour avoir rencontré ces derniers temps beaucoup de ces dirigeants d'entreprises, je peux en citer d'autres. Vous avez également le laboratoire Cerba, Cerba Alliance aujourd'hui. Je vous laisse imaginer la situation de Cerba. C'est-à-dire que c'est les tests, une entreprise leader dans l'organisation au niveau national de tous ces laboratoires qui vous font les tests PCR et tous les types de tests d'ailleurs et les analyses médicales. Nos amis de Cerba, ils sont plutôt sur une logique de croissance absolue, avec même d'ailleurs, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais des gros projets
d'investissement, y compris très structurants, dans le Val d'Oise. On a des projets très structurants autour de ces entreprises qui vont investir. Vigon a des projets d'investissement productif, nouvelle unité de fabrication dans le Val d'Oise. Cerba a des projets très importants dans le Val d'Oise. Vous avez des sociétés comme Safe Orthopedics qui sont dans les matériels aussi orthopédiques, et qu'on peut en citer beaucoup d'autres, depuis la TPE jusqu'à ces grands groupes. Donc on peut dire que cette partie de l'économie du Val d'Oise se porte bien. Elle se porte bien. Encore une fois, on est dans des entreprises qui ont passé la crise et qui ont même surfé, dans certains, c'est un peu cruel de dire ça, mais qui ont surfé sur les besoins et qui ont d'ailleurs, il faut les saluer, dans un certain nombre de cas, été capables de s'adapter très vite. Été très réactifs. Très réactifs, que ce soit pour la production du matériel médical, des gels hydroalcooliques, que ce soit les masques pour un certain nombre d'entre elles. On a des sociétés dans la vallée de Montmorency, à Grollet, qui ont été capables de produire des masques en tissu très rapidement et qui continuent à le faire d'ailleurs avec une grande qualité. Donc on a été assez bluffés, nous, par la réactivité de nos entreprises, les biotechnologies et du médical et de tout ce qui est lié au médical. Et il faut forcer de constater que ces entreprises ont pour l'instant passé la crise dans de très bonnes conditions et qu'elles sont même aujourd'hui, ça leur a donné finalement des perspectives en matière d'innovation, en matière de réactivité, en matière d'investissement, de nouveaux matériels. Et donc ce qui nous fait plaisir, c'est qu'on a aujourd'hui plusieurs de ces sociétés qui sont engagées dans des projets. Alors c'est un peu tôt pour en parler en détail, il y a des côtés encore un peu confidentiels, mais je peux vous assurer qu'on aura de très belles annonces à faire dans les semaines et les mois qui viennent, avec des investissements considérables, certains sur plusieurs hectares d'investissement dans des bâtiments de plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés, productifs ou de services technologiques. On aura des belles annonces à faire dans quelques temps dans le Val d'Oise. On a parlé des entreprises, mais c'est aussi des emplois dans le secteur des hôpitaux, des cliniques. On parlait de l'écosystème autour des aéroports, mais il y a tout un écosystème autour des hôpitaux. Bien dans sûr, le Val d'Oise, il y en a. Bien sûr. Alors, pour être honnête, il y a deux typologies. Vous savez ça mieux que moi, mais dans la partie hospitalière, il y a effectivement les hôpitaux publics et le système de santé publique, où il y a évidemment, et c'est un des sujets récurrents qui nous a valu un certain nombre de débats au niveau national sur le système hospitalier français, est-il dimensionné comme il faut pour faire face à ces pics épidémiques avec les problèmes des réanimations. Enfin, le sujet a été évoqué par des gens beaucoup plus compétents que moi. C'est vrai qu'il y a parfois des rigidités quand il faut, dans la sphère publique, c'est pas toujours facile. Il y a parfois les problèmes d'adaptation du nombre d'emplois dans le temps et toujours il y a un délai de latence qui fait qu'on a vécu ces périodes un peu de tension, et en particulier dans le Val d'Oise, dont je rappelle que ça a été à plusieurs reprises, et c'était encore le cas il y a quelques jours, le département de France où les niveaux de l'incidence du virus était quand même la plus forte de France. Enfin, donc on a été quand même très exposé de ce point de vue-là dans notre département. Après, il y a le secteur privé où il y a peut-être un peu plus de capacité d'adaptation et de réactivité, mais on arrive très vite à une limite dans ce que vous venez de dire dans ces emplois-là, parce que ce sont des emplois qui sont d'une telle technicité. Quand on est dans le secteur médical, on ne forme pas un médecin, a fortiori un réanimateur, en quelques mois, même en un an ou un an et demi, par essence. Et donc il y a toujours là des décalages qui sont compliqués à rétablir, et se trouvent posés là les problèmes des cursus médicaux dans leur ensemble, de toutes les professions médicales, et c'est un sujet compliqué. Simplement, le Val d'Oise est peut-être plus exposé pour ces questions d'incidence du virus, encore une fois, pour des raisons variées et diverses, et puis aussi par la jeunesse de la population. Nous sommes dans un département où la démographie est en croissance rapide. Nous sommes, encore une fois, avec la Seine-et-Marne, la Seine-Saint-Denis, on se tient à peu près les 3 départements de France métropolitaine où la moyenne d'âge de la population est la plus jeune. Alors on pourrait dire c'est rassurant sur le virus, pas tant que ça visiblement, puisque malgré cette jeunesse globale de la population, on est dans un département où les problèmes de santé sont quand même réels. Ça tient aussi au fait d'ailleurs que malgré la jeunesse de la population qui devrait protéger d'un certain nombre de pathologies, en réalité on a aussi des quartiers à forte composante de précarité, de pauvreté. 123 000 familles pauvres, personnes considérées comme pauvres au sens de l'INSEE dans le Val d'Oise, 123 000 sur un département d'1 250 000 habitants, c'est 10% de population considérée comme en extrême pauvreté. C'est un vrai sujet de réflexion. Et qui dit pauvreté dit parfois précarité sanitaire et amène aussi à des difficultés. Pour employer un langage médical, l'économie elle est sous perf. Pour l'instant, elle est sous perfusion. Bon, oui. Mais bientôt on va débrancher. Oui.
Alors, quelles mesures sont prévues pour les entreprises? Est-ce qu'il y a des incitations particulières dans le Val d'Oise? Écoutez, ce que nous on a observé, nous sommes pas le CEVO n'est pas un opérateur d'aide. On n'est pas là pour faire donner des aides directes. C'est pas notre métier. Par contre, on a été un prescripteur et un observateur attentif. Ce que l'on peut dire vraiment sincèrement, et je crois que ça a été d'ailleurs vérifié par des enquêtes qui ont été menées, y compris par les conseillers du commerce extérieur à l'international, quand on interroge des dirigeants d'entreprises qui ont l'habitude de regarder ce qui se passe ailleurs dans le monde, il y a une sorte de consensus sur le fait que la France a été quand même extrêmement efficace sur la réaction globale des acteurs par rapport à cette crise sanitaire. Force est de constater que ce soit au niveau de l'État, que ce soit au niveau du Conseil régional, en particulier en Île-de-France, où le Conseil régional a été quand même extrêmement réactif et que les dispositifs ont été massifs, que ce soit même au niveau du Conseil départemental qui a participé et qui a réussi, malgré des contraintes réglementaires pas faciles, à mettre en place des financements pour financer les entreprises dans le cadre de ce qu'on appelle le fonds résilience, que ce soit les intercommunalités qui, petites, moyennes et grandes, toutes les intercommunalités du Val d'Oise ont mis de l'argent et ont pris des décisions courageuses pour financer le fonds résilience Île-de-France, qui a permis quand même de financer énormément de TPE, PME au moment où elles en avaient vraiment besoin. Je crois que vraiment là, il faut dépasser toutes les querelles un peu partisanes qui pourraient exister sur est-ce qu'on a bien fait. Force est de constater que la réponse a été quand même extrêmement adaptée, rapide, agile. L'argent est arrivé dans les entreprises et d'ailleurs, la plupart des dirigeants avec qui on en parle le reconnaissent humblement. Le PGE a été déversé par le biais des banques qui ont joué le jeu avec la garantie de l'État. Je visite énormément d'entreprises quotidiennement. Tous les dirigeants reconnaissent que la France, globalement, et en Île-de-France en particulier, il y a eu effectivement à tous les niveaux, encore une fois, une vraie capacité de réponse qui a permis de sauver des entreprises. Alors, ils ont le moral, les dirigeants, aujourd'hui? C'est très partagé. On a deux typologies. C'est assez paradoxal. Nous, on est très frappés depuis quelque temps. Alors, les premiers temps, on a fait des enquêtes. Au CEVO, on a interrogé, au cours de l'année qui vient de passer, on a interrogé à peu près 900 interrogé. On est allé voir, où on s'est entretenu de façon approfondie, avec à peu près 900 dirigeants d'entreprise du département. Et on continue tous les jours. Les premiers temps, on s'est focalisé sur les filières qui nous paraissaient les plus urgentes, qui étaient les plus touchées, c'est-à-dire la filière aéronautique. Le Val d'Oise avait cette chance d'avoir une filière aéronautique très dynamique, qui était sous tension, des recrutements nécessaires. Airbus en était à vouloir sortir 67 Airbus 320 de Toulouse tous les mois. Ça veut dire que toute la chaîne logistique pour sortir 67 Airbus 320 tous les mois à Toulouse, je vous laisse imaginer dans la chaîne logistique dont une bonne partie est dans le Val d'Oise, tour de sociétés comme Lizzie Aerospace, Collins Aerospace et beaucoup d'autres, c'était sous tension. Recrutement d'intérimaires, recrutement de CDD, passage en 3-8. Juste avant la Covid, nos entreprises avaient un problème, c'est comment faire face au surcroît de commandes. Elles avaient 10 ans de vision, de visibilité, 10 ans. Et leur souci, c'était la croissance, investissement massif dans les technologies, etc. Vous imaginez le choc pour ces entreprises aéronautiques qui, d'un seul coup, en quelques jours, se retrouvent avec l'arrêt du transport aérien, l'arrêt des commandes d'avions, la baisse des fabrications, mais ça a été brutal. Et donc, on s'est intéressé beaucoup, on a interrogé 150 société de l'aéronautique dans le Val d'Oise et on s'est rendu compte combien cette filière était touchée. Et là, c'est très préoccupant. Et vous me demandez quel est l'état d'esprit aujourd'hui. Dans la filière aéronautique, il y a beaucoup d'inquiétudes parce que les dirigeants de cette filière se sont dit au début, c'est un mauvais moment à passer, ça va durer quelques mois, la reprise va arriver en septembre. Et ils se sont mis en ordre de marche pour repartir en septembre. Sauf que le mois de septembre est arrivé, le mois d'octobre, on est reparti en confinement. Aujourd'hui, très fort est celui qui est capable de dire quand le transport aérien va repartir sur ce niveau d'avant, ou même sur un niveau important. Alors, on est un peu rassuré parce qu'on observe aux États-Unis ou en Chine ou sur le marché intérieur, dès qu'on a pu revoyager dans les marchés intérieurs, les gens ont repris l'avion et le trafic aérien est reparti assez vite aux États-Unis et en Chine. Mais nous, on n'est pas la Chine, on n'a pas ce marché intérieur, donc on dépend beaucoup de l'ouverture des frontières. Si les frontières ne se réouvrent pas, s'il y a des barrières avec les passes sanitaires et les certificats de vaccination, il y a beaucoup d'incertitudes autour de ça. Donc aujourd'hui, nos dirigeants dans l'aéronautique sont vraiment très inquiets. Ils sont en plus, et ça touche à la santé, pour quelques-uns d'entre eux, très fatigués psychologiquement, parce que
porter une entreprise quand on est dirigeant sans avoir aucune visibilité, c'est ce qu'il y a de pire. À la limite, on est capable de faire face à des crises, mais quand vous ne savez pas vers où vous allez et vous n'avez pas de temporalité, vous êtes dans un état de sidération qui se transforme rapidement en dépression. Et pour sans trahir de secret, il nous est arrivé de rencontrer, il n'y a pas très longtemps, des dirigeants de haut niveau dans des grosses entreprises aéronautiques qui sont dans des phases de pré-burn-out et qui l'assument et qui en ont conscience et qui nous disent un message très grave, qui nous disent ce qui est embêtant, c'est que je suis fatigué, mes salariés sont fatigués psychologiquement, physiquement. Et ils nous disent, le jour où il va y avoir la reprise, il va falloir repartir très fort, très vite. Et on sera pas en état. Est-ce que nous serons en état psychologique de ne pas rater des opportunités? Quand ça repart, il faut saisir des opportunités. Est-ce que notre fatigue psychologique, notre usure, ne va pas nous empêcher de repartir bien? Alors justement, la reprise, on va en parler. Il y a une longue histoire entre le CEVO et l'Asie. Oui. Collaboration Val d'Oise, Chine, Val d'Oise, Japon. Absolument. Elle en est où? Écoutez, c'est une histoire qui dépasse le CEVO. C'est le conseil départemental du Val d'Oise, depuis effectivement 37 ans, a un lien privilégié avec Osaka. C'est une vieille histoire. C'est le président Salvi, en 1985-87, qui était président du conseil départemental et qui a décidé d'engager ses relations avec l'Asie et avec le Japon en particulier. Il y a ensuite des relations avec la Chine, Osaka, Shanghai et d'autres villes. Comment vous avez fait pour maintenir ce lien pendant la crise? D'abord, on n'a pas pu voyager. On avait des projets de déplacement qui ont été annulés, bien entendu, parce que rapidement les frontières sont fermées. Donc, on a fait comme tout le monde. On a aujourd'hui, et vous en êtes la preuve ici, des outils de communication à distance. Nous, on a un bureau permanent. Moi, j'ai un collaborateur à Osaka, j'ai une collaboratrice à Shanghai. On a communiqué par la visioconférence. On était même en train, d'ailleurs, notre collaborateur japonais partait en retraite. Il était avec nous depuis 22 ans. Et on était en train de recruter son remplaçant, que l'on a recruté. On l'a recruté, mais on l'a pas encore rencontré physiquement. On travaille avec lui à distance. Il a été recruté depuis le 1er avril 2021. Monsieur Nakajima, il est très sympathique, mais on a tout fait à distance, si vous voulez. On parle du retour des Asiatiques chez nous, dans notre pays, là, pour cet été. Passe sanitaire, passe vaccinal, c'est indispensable pour le redémarrage de l'économie? Je suis pas un spécialiste, mais quand j'écoute le président d'Aéroports de Paris, Augustin de Romanet, a beaucoup intervenu sur ces sujets depuis longtemps. Et il est clair que pour la sphère aéroportuaire, pour les compagnies aériennes, l'IATA, l'ancien président d'Air France, qui était président de l'IATA, il y a monsieur Alexandre de Juniac, dès le début de la crise, il était encore président de l'IATA, l'Organisation internationale de transport aérien, il a dit il faut absolument préparer un pass. D'ailleurs, l'IATA a bien avant que l'Union européenne commence à se mettre en ordre de marche, l'IATA avait préparé un pass international porté par cette organisation en considérant que c'était la condition indispensable pour redonner la confiance et pour permettre le redécollage, c'est le cas de le dire, du transport aérien. Il nous reste 2-3 minutes à passer ensemble. On ne peut pas terminer cette émission sans parler du télétravail. Il a explosé pendant la crise. Alors, télétravail, il va aussi avec son cortège de conséquences, dépression, exposition aux écrans, manque d'exercice pour les salariés, mais aussi pour les leaders, problème à motiver ces entreprises à entretenir l'esprit d'équipe, l'esprit d'entreprise. Qu'est-ce qu'on en dit du télétravail? Encore une fois, nous sommes également des observateurs. On écoute, on observe et on essaye de comprendre ce qui est en train de se passer. C'est un choc brutal parce que le télétravail existait déjà, il était balbutiant. Là, les entreprises ont été confrontées brutalement à la mise en place du télétravail. Elles n'ont pas eu le choix. Et d'ailleurs, on a deux phénomènes. Il y a des salariés qui ont trouvé leur avantage et qui finalement ont pris ça avec beaucoup d'attrait et qui vont de toute façon être demandeurs d'une poursuite d'un mode de fonctionnement en télétravail. Et puis, à contrario, il y en a qui l'ont subi. Il y a des salariés qui l'ont subi comme une douleur parce qu'ils n'étaient pas outillés chez eux, des petits appartements, pas forcément équipés, la coexistence avec le conjoint, avec les enfants, ça n'a pas été facile. Et effectivement, on a deux types de réactions. Certains salariés trouvent qu'ils ont trouvé une forme d'équilibre et qu'ils trouvent que c'est très agréable et il faut absolument continuer. Et d'autres ne passent leur temps qu'à demander à revenir avec les contraintes que le... Et comment on fait pour motiver ces équipes en télétravail? C'est très compliqué. C'est un sujet, c'est un sujet qui nous a intéressés, sur lequel on s'est positionné. Dans le Val d'Oise, nous, on a fédéré depuis quelques mois 7-8 coachs avec lesquels on avait l'habitude de travailler, qui sont spécialisés sur ces questions du bien-être au travail, cette note qui était préexistante. On avait beaucoup travaillé au CEVO sur cette question de bien-être au travail. Et on a fédéré un groupe d'entreprises complémentaires, de conseils, qui
qui interviennent sur cette question et qui ont cette philosophie du bien-être au travail. Et donc là, avec l'arrivée du télétravail, on les a focalisés sur ces questions et on a organisé, nous, en ce qui nous concerne, plusieurs webinaires sur ces questions. On a pris conscience, effectivement, que le télétravail pouvait être la meilleure et la pire des choses, qu'il fallait absolument que les dirigeants d'entreprise en aient conscience, à la fois pour le fonctionnement et le management à distance d'équipe, ce qui n'est pas facile, ce qui nécessite des modes de management complètement différents et des approches différentes. Et puis, le sujet nous a été un peu imposé parce que des dirigeants nous en ont parlé. Je me souviens d'un dirigeant, un grand patron dans une entreprise d'ailleurs de biotechnologie qui, lorsqu'on visitait son entreprise, m'a dit, voyez, on était dans les bureaux, il n'y avait personne, il était tout seul avec son assistante. Il m'a dit, tous mes bureaux sont vides. Sa boîte allait bien. Il m'a dit, mais tous mes salariés sont en télétravail. Et il m'a dit, je m'inquiète quand même. Je vous parle de ça il y a déjà quelques mois. Je lui ai dit, vous inquiétez, mais pourquoi? Il me dit, je m'inquiète parce que le jour où je vais donner le feu vert pour que tout ce petit monde revienne dans nos locaux, j'ai le sentiment, il avait une perception, j'ai le sentiment que ça va être très compliqué. Parce qu'il y a des gens qui auront pris des habitudes, il y a des gens qui seront cassés psychologiquement, il y en a qui auront perdu les modes de fonctionnement en équipe ou avec leurs collègues et leurs collaborateurs. Et donc ce dirigeant, très belle société, très haut niveau, m'a dit, je m'inquiète terriblement du moment de la reprise quand il va falloir retrouver un rythme plus classique. Ça va être un choc terrible et c'est vrai que c'est un sujet dont on ne parle pas encore beaucoup mais qui risque auquel on va être confronté à mon avis rapidement. Ça va effectivement être un choc et il y aura aussi des conséquences sur l'immobilier d'entreprise avec voilà. Oui. Donc beaucoup de sujets encore qui seront à traiter. Mais en tout cas, on a bien vu aujourd'hui que santé et économie c'était intimement lié, que la santé était elle-même une économie. Absolument. Et que l'économie ne pouvait pas se porter bien sans santé, ni même la démocratie, puisque sans santé, on ne peut pas aller voter. Vous avez raison. Je vous remercie Jean-François Benon d'être passé sur le plateau du bar de l'économie. À très bientôt pour un nouveau numéro. Merci de votre accueil en tous les cas. D'ici là, portez-vous bien tous. On va essayer. Merci à vous.